Bien, monsieur l'ambassadeur, je vous remercie des paroles que vous venez de prononcer. Votre accueil me touche, bien sûr. Est-ce un hasard si vous m'avez invité? Là, je trouve au contraire c'est la volonté de l'homme, du diplomate, qui a fait que ma cérémonie, nous soyons là aujourd'hui. Je vous en sais gré. Monsieur le ministre, votre présence me touche, me flatte. Monseigneur aussi, mesdames et messieurs, voici donc pour vous parler du hasard en histoire. Et je me permettrai de vous conduire d'emblée vers un moment spécifique qui n'est pas sans lien avec ma présence ici en 1962, lorsque j'étais venu à 2 reprises à l'ambassade de France, aux Oliviers, la villa des Oliviers qu'avait occupé le général de Gaulle jadis, et que mon père avait pu restituer à l'ambassade de France après l'indépendance, le 22 août 1962, comme beaucoup d'autres, mais j'étais ici, je veux dire à Alger, j'ai appris que le général de Gaulle venait d'échapper à un attentat sur la route qui le conduisait au Petit Clamart de Paris à Villacoublay. Il allait prendre un avion pour s'envoler vers sa maison de Haute-Marne. Il avait un convoi modeste, sa voiture, dans laquelle il était avec à sa droite Madame de Gaulle, à côté du chauffeur son gendre, le colonel de Boissieu, derrière une voiture suiveuse, et 2 motocyclistes pour ouvrir éventuellement la voie. C'était peu de choses. Lorsqu'il s'est engagé dans l'avenue qui s'appelle aujourd'hui avenue du Général de Gaulle et qui s'appelait avenue de la Libération à l'époque, un homme qui avait un imperméable mastic, il faut toujours des imperméables mastiques dans ce genre d'événement, au pied au coin d'une rue, a agité un journal de la droite anti-gaulliste, c'était l'Aurore, et un peu plus loin, a jailli d'une estafette qui était à droite de la route, a jailli un petit groupe de 3 assassins qui ont tiré un grand nombre de balles sur la voiture, sans atteindre véritablement leur but. La voiture, oui, les passagers, non. Un peu plus tard, un peu plus loin, une autre voiture venue de gauche a ouvert aussi ses portes et a tiré sur le général de Gaulle. Là encore, personne n'a été touché dans la voiture. Il a continué jusqu'à l'aéroport, marquant un grand sang-froid, inspectant le petit piquet de policiers qui l'attendaient, de militaires qui l'attendaient. Il a dit simplement, cette fois c'était -5. Cette fois c'était moins. Il a dit aussi, il tire comme des cochons. Et ça m'intéresse moins. Ce qui m'intéresse, c'est cette fois, il était -5. -5, c'est à peu près le titre que j'aurais pu donner à cette conférence. C'est le moment où tout à coup, entre 0 et 5, entre 5 et 10, il survient des choses qui échappent véritablement à l'homme. Le nombre de hasards qu'il a fallu pour que le général de Gaulle ne fut pas tué ce jour-là, lui et sa femme, est considérable. On était à 20h15 du soir, il y avait un peu de bruit, du brouillard, telle enseigne que le premier assassin qui était dans l'estafette n'a pas vu le journal agité et qu'il a découvert qu'arrivait la voiture du général de Gaulle plus tard, ce qui fait qu'au lieu de tirer en enfilade, ce qui aurait assurément assuré son coup, il a tiré de côté et par conséquent il a été moins efficace. J'ajoute, je cite un peu à dire, c'est un peu pas très convenable, mais quand même c'est historique, qu'un des assassins, ne pensant pas que le convoi allait arriver, était descendu pour, comment dire les choses de façon convenable, pour soulager sa vessie contre une haie. Ce qui fait qu'il n'était pas près de son arme, et quand il a voulu tirer son arme, c'était trop tard. Voilà une miction historique. Je tiens à évoquer, c'est assez rare en histoire. D'autre part, il faut savoir que le colonel de Boissieu ne devait pas être avec le chauffeur. C'est au dernier moment qu'il avait remplacé l'aide de camp du général. Et c'est parce que c'était son gendre qu'il a pu dire, lorsqu'il a vu les tueurs de gauche tirer vers la voiture, il a dit « Père, baissez-vous ». Père, baissez-vous. On imagine mal l'aide de corps ordinaire dire « Mon général, baissez-vous », il n'aurait pas osé. Il a dit « Père, baissez-vous », le général s'est baissé, la balle a traversé la vitre exactement à l'endroit où une fraction de seconde auparavant était la tête du général et celle de Madame de Gaulle. J'ajoute que si ça n'avait pas été le colonel de Boissieu, il serait arrivé par un autre chemin que prenait généralement l'aide de camp qui ne permettait pas d'aller aussi vite sur la route. Et par conséquent, lorsque Boissieu a dit au chauffeur « Marou, foncez », il n'aurait pas foncé assez vite pour que la deuxième voiture ne vienne pas être efficace. J'ajoute également que la DS-19 venait d'être inventée et avait un type de suspension qui lui a permis, comme un bateau ivre, d'avancer jusqu'à
à l'aéroport, alors qu'aucune autre voiture à l'époque n'aurait pu le faire. Elle se serait perdue à gauche ou à droite contre un réverbère. On pourrait multiplier les données. Ajouter une chose, c'est que c'est seulement en 1975 ou 16 que le président Giscard d'Estaing a décidé de recréer l'heure d'été. L'heure d'été. L'heure d'été, si ça avait été l'heure d'été, ce n'aurait pas été le moment entre chien et loup où on ne voyait pas bien le personnage agitait qui était le chef, en fait, Bastien Thierry, le chef du commando, agitait son journal. Ce qui fait qu'il aurait été soit plus tôt, plus tard, je n'ai pas vraiment calculé, vous pourrez calculer, si ça avait été plus tard, une voiture aurait agité ses phares, et on aurait donc vu la voiture arriver, Bastien Thierry serait arrangé pour le faire. Et je crois avoir calculé que s'il aurait fait encore jour, et s'il avait fait encore jour quand le général de Gaulle quittait le Conseil des ministres, évidemment, les choses auraient tourné autrement. Voilà, comme vous le voyez, un faisceau d'événements qui me paraissent concrétiser de façon efficace le thème que je vais avoir l'honneur et le bonheur de traiter devant vous, c'est-à-dire le hasard en histoire, c'est-à-dire la question de savoir ce qu'il faut attribuer à ce que Voltaire appelait sa majesté le hasard. Sa majesté le hasard, qui déciderait d'après lui de tout. On peut faire une anthologie d'affirmations de ce type. Frédéric II disait plus on vieillit, ça j'en ai pas l'expérience, plus on vieillit et plus on se persuade que sa majesté le hasard fait les 3/4 de la besogne de ce misérable univers. Les 3/4. Ça nous laisse 1/4, peut-être en parlerai-je tout à l'heure, c'est déjà ça après tout. Balzac disait le hasard est le plus grand romancier du monde. Pour être fécond, il n'y a qu'à l'étudier. C'est dans l'avant-propos de la comédie humaine. Le hasard, on peut naturellement multiplier les exemples de ce genre. Napoléon disait le hasard gouverne le monde. Ce qui contredit un peu l'idée qu'on a parfois répandue, selon laquelle les conquérants vainqueurs disaient que ce n'était pas du tout le fruit du hasard, mais leur propre talent. Lui-même, qui avait conquis un moment un certain nombre de territoires, comme vous savez, admettait que le hasard était important. D'ailleurs, quand il nommait un général, il demandait a-t-il de la chance? A-t-il de la chance? Qui est un critère que nous n'employons pas très souvent pour recruter nos fonctionnaires. Je ne dis pas que dans le cas de l'ambassadeur, le talent s'ajoute à la chance. Il faut commencer, je pense, par prendre un certain nombre d'exemples qui démontrent que parfois on a le sentiment, comme au Petit Clamart, le 22 août 1962, qu'il pourrait exister quelque chose qu'on pourrait appeler un aléatoire absolu. C'est Cournot, le philosophe des sciences, qui disait le fait fortuit, c'est le hasard, qui résulte de la rencontre entre des faits rationnellement indépendants les uns des autres, rencontre qui n'est elle-même qu'un pur fait, auquel on ne peut assigner de loi ni de raison. Il prenait comme exemple quelqu'un qui sort dans la rue, une bûche qui tombe, en tout cas une pierre, il est tué. C'est une rencontre de deux faits apparemment complètement indépendants l'un de l'autre. Et l'autre regard possible sur le fortuit, c'est évidemment, je ne suis pas du tout biologiste, mais il faut être attentif à ce que nous disent les biologistes. Jacques Monod, le hasard, la nécessité, ou Hamburger, et puis aussi des mathématiciens, Henri Poincaré. Henri Poincaré, vous savez, le cousin de Raymond Poincaré. Celui, c'est juste une petite méchanceté gratuite, mais je cite toujours Clémenceau, c'est un principe que je me donne, parce que je préside le musée Clémenceau, que je l'aime beaucoup, je le cite dans toutes mes conférences. Clémenceau disait de Raymond Poincaré, président de la République, c'est un homme qui a un grand talent dans la tête de son cousin. Il n'était pas extrêmement obligeant. Eh bien, Henri Poincaré, dans son livre qui s'appelle Science et méthode, paru en 1908, disait ceci: le plus grand hasard est la naissance d'un grand homme. La naissance d'un grand homme. Ce n'est que par hasard que se sont rencontrées deux cellules génitales de sexes différents qui contenaient précisément chacune de son côté les éléments mystérieux dont la réaction mutuelle devait produire le génie. On tombera d'accord que ces éléments doivent être rares et que leur rencontre est encore plus rare. Je ne sais pas si par exemple grand homme il pensait à son cousin Raymond Poincaré, peu importe, ce n'est pas mon sujet. Ce qui est mon sujet, c'est qu'il a fallu en effet une incroyable somme de hasard, et ça nous concerne, je vous l'annonce avec chacun, d'ailleurs tous, la somme de hasard incroyable qu'il a fallu pour que vous soyez là, que j'ai le plaisir de vous parler,
Et Amburger, le grand médecin français, a fait dans un de ses livres une analyse absolument impressionnante sur la chance sur 1 milliard que l'ensemble des rencontres nécessaires soient faites pour que nous naissions était très impressionnante. Ça ne peut pas imaginer condensation du hasard plus forte. Une autre manière d'envisager le sujet, c'est de réfléchir aux toutes petites causes qui ont d'immenses effets. Et cela est d'observation constante en histoire, parfois aussi dans notre vie, mais je ne me hasarderai pas, c'est le cas de le dire, dans vos jardins secrets. J'en serais d'ailleurs incapable. Je reste donc à hauteur de l'histoire. La littérature, évidemment, riche en exemples. Je ne reviens pas sur le nez de Cléopâtre. S'il était plus court, Pascal, la face du monde aurait été changée. Plus long ou plus court? Plus court. Plus court. Merci, je l'ai vérifié, vous m'écoutiez attentivement, je vous en sais. Cela dit, je me suis toujours demandé pourquoi plus court et pas plus long, parce que est-ce que c'était plus joli? Enfin, ça, c'est une affaire qu'on n'est pas forcé de pouvoir analyser de près. En tout cas, il y a un autre exemple dans également Pascal, où il évoque Cromwell, je le cite. Cromwell allait ravager toute la chrétienté, entendez le catholicisme. La famille royale était perdue, et la sienne à jamais puissante, sans un petit grain de sable qui se mit dans son urtère. Rome même allait trembler sous lui, mais ce petit gravier s'étant mis là, il est mort, sa famille abaissée, tout en paix, et le roi rétabli. On peut prendre d'autres exemples, bien sûr, et un est particulièrement frappant. Il faut s'y attarder un instant, c'est celui du 20 juillet 1944 contre Hitler. Si vous vous rappelez que le général von Stauffenberg et d'autres officiers généraux allemands ont décidé qu'il fallait en finir avec Hitler, et ont fait le complot qui a abouti à porter dans la salle où Hitler délibérait avec un certain nombre de ses proches une serviette contenant un puissant explosif. Et vous savez aussi probablement que cet explosif, gênant les pieds d'un des personnages qui était là, il l'a déplacé, il l'a poussé un peu plus loin derrière un pied de table extrêmement épais. Et c'est parce qu'il l'a déplacé que l'explosion a abouti à blesser un certain nombre de présents, mais pas Hitler, ou à peine Hitler. Si Hitler avait été tué comme normalement, enfin comme la logique pouvait conduire à cela, qu'est-ce qui serait passé? Très probablement, on est en 20 juillet 1944, le pouvoir serait passé à Dönitz, comme ça a été le cas à la fin du nazisme, et il aurait cherché la paix avec les puissances démocratiques, si bien que les Russes n'auraient pas eu le temps d'arriver et d'avancer, évidemment, vers Berlin. La guerre serait arrêtée auparavant, et on peut imaginer qu'il n'y aurait pas eu les démocraties populaires jusqu'à la chute du mur, qui ont une importance que vous savez. Vraiment, je crois que ça peut illustrer cette idée de petite cause, grands effets. Le personnage qui a déplacé cette serviette a eu, évidemment, par ce geste, des conséquences considérables. Et puis, il faut prendre un dernier exemple, parce que lui aussi est essentiel, c'est évidemment Sarajevo. Je suis allé à Sarajevo pour le 100e anniversaire de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de sa femme, héritier du trône de l'Empire d'Autriche-Hongrie. C'était très impressionnant, parce qu'on voyait l'endroit, on avait même remis une voiture où il avait été assassiné par un commando d'origine serbe, de Princip. Et comme vous savez, cet assassinat a été le déclencheur de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, avec toutes les conséquences, je n'ai pas besoin de décrire. Or, qu'est-ce qui s'était passé? Ce petit groupe d'hommes avait échoué dans un premier temps en jetant une bombe sur le cortège de François Ferdinand, et par conséquent, il avait blessé un certain nombre d'officiers, mais n'avait pas touché le François Ferdinand. Celui-ci a procédé à ses activités telles que prévues, puis à la fin, on lui a dit qu'il faudrait quand même que vous alliez voir à l'hôpital ses collaborateurs blessés, pas très gravement blessés, mais enfin, allez leur faire un signe de sympathie. Très bien, on va y aller, on a donné l'instruction à la voiture. C'est très clair, si vous y allez sur place, de longer le canal qui permet d'aller assez vite, mais l'aide de camp s'est trompé. Il ne connaissait pas bien la ville, et il a tourné à droite dans une petite rue qui conduisait vers le centre de Sarajevo. Et tout à coup, il s'est aperçu de son erreur. Il a tremblé d'inquiétude à l'idée qu'il pourrait être tensé d'importance. Il a dit au chauffeur, arrêtez-vous et revenez dans la situation antérieure. Le chauffeur s'est arrêté, s'apprêtait à reculer, mais c'est au moment où il s'est arrêté qu'un des assassins qui pensait que son affaire était en vérité devenue impossible s'est trouvé devant la voiture découverte du prince
François Ferdinand, et a déchargé son pistolet, son revolver sur lui et sur l'archiduchesse, et la guerre de 14-18 a éclaté. On peut multiplier les exemples. Naturellement, il n'y a pas forcément de détermination, je vais y revenir dans un instant plus en détail. Certains ont pu dire, de toute façon, la situation de l'Europe était telle à ce moment-là, la plupart des nations avaient un tel sentiment obsidional d'être assiégées, qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça explosât. N'empêche qu'on n'est pas du tout sûr. Et comme l'a dit mon maître, l'historien Pierre Renouvin, une guerre repoussée peut très bien être une guerre qui n'a jamais lieu. En tout cas, vous pourrez multiplier les exemples de ce genre, et ce n'est pas seulement en histoire politique ou en histoire guerrière qu'on trouve des cas où le hasard fonctionne. Je pense par exemple à l'histoire des sciences, hommage indirect à Marie Curie, dont je vois avec bonheur qu'elle va être évoquée ici même par ce très grand physicien, ce personnage majeur qui est Pierre Joliot. Dans l'histoire des sciences, comment ont été découverts les rayons X par Röntgen et Becquerel? Par hasard, parce qu'ils avaient mis des lamelles de sel d'uranium dans un tiroir qui avait impressionné des plaques photographiques. Tiens, c'est curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Réflexion. Même chose pour la vulcanisation du caoutchouc. Charles Goodyear, dont le nom est resté fameux, du point de vue de l'industrie du caoutchouc, en 1839, avait mis par accident un mélange de soufre et de caoutchouc près d'un poêle brûlant. Il a vu tout à coup que se produisait un phénomène qui a permis ensuite de vulcaniser le caoutchouc. Même, vous pouvez trouver même des exemples de hasard tout à fait étonnants, enfin en tout cas qui méritent considération, dans un tout autre domaine, qui est celui des manuscrits anciens. Comme vous savez, les manuscrits grecs et latins, on n'en avons qu'une petite partie, nous en avons beaucoup, mais seulement une petite partie. Et le hasard a joué un rôle très important dans ceux qui ont été préservés ou qui n'ont pas été, suivant qu'ils étaient dans un monastère qui avait brûlé ou pas. Certains même ont été retrouvés dans un manuscrit étrusque qui a été retrouvé par un embaumeur dans une de ces momies qu'il était en train de préparer. Et un autre cas, on a retrouvé un vieux manuscrit chez un poissonnier, il était en train d'en envelopper ses poissons. On a sauvé par conséquent une page de Aristote ou de Lucrèce, je ne sais pas exactement. Tout cela peut être analysé particulièrement bien, je pense, par cet exercice intellectuel qui s'appelle l'Uchronie. Autrement dit, l'histoire-fiction. What if, en anglais. L'Uchronie, il y a l'utopie, c'est le lieu qui n'existe pas. L'Uchronie, c'est le temps qui n'a pas eu lieu. C'est l'évolution du temps qui n'a pas eu lieu parce que précisément, il s'est passé quelque chose de différent. L'Uchronie, c'est un exercice que nous aimons de plus en plus dans notre génération d'historiens parce que ça permet non seulement de libérer l'imagination, on n'a pas besoin de mettre de notes en bas de page, puisque ça n'a pas eu lieu et qu'on essaie d'imaginer que ça aurait pu avoir lieu. Et d'autre part, bien sûr, cela peut éclairer à tous les moments cette diversité des possibles qu'on a tendance parfois à oublier. Je verrai dans un moment, parce que ça éclaire la question de l'action, la liberté de l'action. L'Uchronie, ça consiste à imaginer ce qui se serait passé si quelque chose s'était passé différemment. Si je reviens à De Gaulle, au Petit Clamart, en 1962, vous voyez bien qu'on n'aurait pas eu l'élection du président de la République au suffrage universel en France. Personne d'autre que De Gaulle n'aurait pu faire l'action publique que vous savez en imposant à tout le personnel politique un référendum qui a abouti à ce changement fondamental, qui a modifié l'équilibre de nos institutions. S'il avait été tué, comme évidemment vous l'avez compris, toutes les chances pouvaient penser qu'il le fût, faire penser qu'il le fut, eh bien, on aurait eu Antoine Pinay, très probablement. Le système électoral était un système de grands électeurs, moins de 100 000 électeurs à peu près sénatoriaux. On aurait eu Antoine Pinay, c'est sûr, il aurait pris Edgar Faure comme Premier ministre, et les choses auraient doucement retourné vers la 4e République. On aurait aujourd'hui sûrement quelqu'un d'autre que Emmanuel Macron à l'Élysée. Vous imaginerez qu'on peut dire la même chose à propos de Waterloo. Vous rappelez Victor Hugo, Napoléon, soudain joyeux, il dit Grouchy, c'était Blücher. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme, etc. Il s'en est fallu de très peu que ce ne fût pas Grouchy. Vous vous rappelez, Grouchy, c'était le général qui commandait des troupes qui pouvaient être de renfort pour Napoléon. Napoléon avait souhaité que Grouchy arrive. Il avait
appelé et l'autre n'a pas reçu le message. Pourquoi n'a-t-il pas reçu le message? Parce que quelques semaines plus tôt, le général Berthier, maréchal peut-être, qui était un collaborateur très cher de Napoléon, son chef d'état-major, qui avait une très grande expérience, un très bon organisateur, s'était bêtement un soir appuyé sur un balcon qui tenait mal, au 5e, au 4e étage, il était tombé, il était mort. Quelques semaines avant. Donc Napoléon a désigné un autre chef d'état-major, Soult, qui avait beaucoup moins d'expérience, et au lieu d'envoyer 20 estafettes à Grouchy pour lui donner l'ordre de Napoléon, comme l'aurait fait évidemment Berthier, on a envoyé un qui a été tué, puis plusieurs, et comme on l'a raconté, au lieu de venir, Grouchy a fini de manger des fraises. Tranquillement, il aime beaucoup les fraises. Et c'est pourquoi Napoléon a dit, joyeux, voilà Grouchy, c'était Blücher, c'est-à-dire le général prussien. D'où la défaite de Waterloo. À partir de là, Uchronie, Berthier ne tombe pas de son balcon, l'estafette arrive à Grouchy, Grouchy arrive à temps. On gagne la bataille de Waterloo. Vous pouvez jouer après deux solutions. Ou bien les Alliés continuent de penser que c'est insupportable de laisser l'ogre au pouvoir à Paris et continuent à l'attaquer, et un Waterloo bis aboutit à sa défaite. Ou bien ils se disent après tout, on l'a ramené dans les frontières antérieures, on peut s'en accommoder, et on le laisse gouverner selon un empire plus libéral à Paris. Et on aurait aujourd'hui à l'Élysée Napoléon XXIV, une grande flanelle décadente au nom du dîner. Enfin, vous voyez ce qu'on peut imaginer comme on le souhaite. On peut toucher d'ailleurs des sujets de plus grande importance encore, qu'elles sont planétaires. Je pense à l'essor du christianisme, monseigneur. Renouvier, c'est lui qui a inventé le mot, Charles Renouvier, de l'uchroniste, un philosophe rationaliste du 19e siècle, a mis l'accent sur le fait, il a écrit une uchronie où il imagine que Marc Aurèle aurait refoulé en 175 après Jésus-Christ le christianisme, en laissant agir le général Avidius Cassius, qui était décidé à écraser le christianisme à ce moment-là, mais il ne l'a pas laissé le faire parce qu'il l'a fait assassiner, parce qu'entre-temps, il avait appris que le général voulait le remplacer. C'est un peu simple, je ne développe pas cela. Mais vous avez 500 pages, c'est très ennuyeux, de Charles Renouvier, qui s'appelle l'Uchronie, où il imagine l'histoire de l'Occident si le christianisme n'avait pas, tel quel, été à même de triompher de la façon que nous savons. Ce qui va d'ailleurs me conduire à une réflexion qui dépasse celle des anecdotes, des événements illustrant ce que je vous dis, mais notez simplement qu'en littérature aussi, il y a beaucoup d'auteurs de grands talents qui insistent sur le hasard. Il y avait un livre de Paul Guimard en particulier qui s'appelait L'ironie du sort. L'ironie du sort, ça aurait presque pu être le titre de ma conférence. L'ironie du sort, où il imagine deux histoires qui se passent sous la résistance, où un personnage s'apprête à avoir une action de résistance. Le camion démarre ou il ne démarre pas. Suivant qu'il a démarré ou pas, tout se passe différemment. Le résistant termine sur un croc-de-boucher, ou au contraire député florissant de la 4e République, etc. Philippe Roth, vous connaissez aussi le très beau roman de Philippe Roth, le romancier américain qui imagine que Lindbergh est élu contre Roosevelt en 1940. Évidemment, beaucoup de choses changent, je n'ai pas besoin de le dire. Les choses peuvent être étendues. La Seconde Guerre mondiale, évidemment, est extrêmement profuse dans ces domaines d'exemple. J'en prends un dernier. Il s'est passé en novembre 1942 quelque chose d'essentiel. Lorsque la zone sud a été envahie par les Allemands, le maréchal Pétain a eu 2 heures pour décider éventuellement de quitter Vichy pour rejoindre l'Afrique du Nord. Son aide de camp militaire l'y engageait très fortement, son aide de camp civil lui a dit « Monsieur le maréchal, vous avez promis de ne pas quitter la terre de France, vous avez fait don de votre personne à la France, etc. Vous devez rester, même sous la botte directe de l'ennemi. » Il a hésité, il n'est pas parti. S'il était parti pour ici, je me demande ce qui serait passé. Alors on peut dire qu'il aurait été assassiné comme Darlan par Denis de la Chapelle. On peut dire aussi qu'il y aurait en France un grand nombre d'avenues du maréchal Pétain, parce que progressivement, Roosevelt l'aimant beaucoup plus que le général de Gaulle, il aurait aidé à installer un pouvoir, on aurait dit voilà, il a accompagné la France de son évolution, etc. Vous voyez que l'on ne peut pas, à coup sûr, bien sûr,
développer l'Uchronie, c'est pour ça qu'on est libre en la développant. C'est Montaigne qui disait dans les Essais, le revers de la vérité a 100 000 figures. Le revers de la vérité a 100 000 figures et un champ indéfini. Alors on peut évidemment, à ce point de la réflexion, dire, bon, finalement, on aboutit à une sorte de scepticisme absolu. De Gaulle lui-même a été tenté par moment, par ce genre de scepticisme. Lorsqu'il se trouve en Irlande, après l'échec du référendum, et que l'ambassadeur de France lui tend ses mémoires pour qu'il mette une dédicace, il écrit, il est encore sous le coup de son échec, il écrit, citant Nietzsche, « Rien ne vaut rien, il ne se passe rien, et pourtant tout arrive, mais cela est indifférent. » Rien ne vaut rien, il ne se passe rien, et pourtant tout arrive, mais cela est indifférent. Alors, je ne vais pas vous laisser là, parce que ce serait assez indélicat de ma part. On penserait que, finalement, ni l'intelligence, ni l'action n'ont une possibilité de développer vraiment leur efficacité. Comment comprendre si tout peut arriver? Comment agir si on ne peut rien changer? Et au nom de quoi? Donc je ne vais pas vous laisser dans le désespoir absolu, et je vais tâcher d'évoquer ce que l'on peut apporter contre cette conviction pour rabattre la puissance du hasard dans des dimensions moindres. Il y a évidemment une première solution, mais je crois qu'elle est illusoire, il faut s'en méfier. Ça consiste à penser que ce qui est arrivé forcément. On peut parler de téléologie. Il est toujours très tentant pour l'analyse historique de dire, puisque c'est arrivé, ça devait arriver. Vous connaissez l'histoire de Victor Hugo, enfin plutôt, j'ai déjà caché mes affaires, je commence, tant pis. C'est l'histoire d'un colonel de Bonaparte qui, à Besançon, vient déclarer la naissance d'un enfant à la mairie. Alors, le commis est là, il lui dit le nom, prénom, V-I-C-T-O-R, Victor. Après nom de famille, on a 1802, Hugo H. Le commissaire, Victor Hugo, mais félicitations mon colonel. Ceci pour dire qu'il est toujours très difficile d'arriver à imaginer que ce qui est arrivé, les acteurs du temps ne le savaient pas. C'est un peu naïf ce que je raconte naturellement sur Victor Hugo, mais c'est assez didactique je trouve, parce qu'on a toujours peine à imaginer que les choses auraient évolué différemment. Et pourtant on a tort, parce que à chaque moment, c'est une manière d'évoquer la diversité des possibles, donc la liberté des acteurs. Prenez par exemple le cas du procès Papon, dont vous avez eu connaissance tous, j'imagine, quand on l'a jugé plusieurs décennies après son rôle comme secrétaire général de la préfecture de Bordeaux pendant la guerre, avant de l'accuser et de condamner pour avoir facilité un certain nombre de départs d'enfants juifs en particulier. Tout le jury, sauf un, était né après les événements qu'il s'agissait de juger. Sauf un qui avait 2 ans. Donc on a demandé à un certain nombre d'historiens de venir restituer comme experts ce qu'étaient les événements à ce moment-là. Comment pouvait-il juger un personnage comme Papon s'il ne restituait pas, je parle du jury, des membres du jury, des jurés, s'il ne restituait pas la diversité des possibles, ce qui aurait pu être, et par conséquent la latitude d'action de ce personnage. Après tout, Jean Moulin et Bousquet, vers 1935, étaient tous les deux des jeunes sous-préfets radicaux, très prometteurs, et puis leur destin, comme vous savez, a été extrêmement différent. Donc, l'effort de l'histoire doit être, me semble-t-il, de restituer au passé, c'est une formule de Raymond Aron, de restituer au passé l'incertitude de l'avenir, à chaque moment. Et c'est un gros effort, parce que il faut quand même dire que le hasard ne permet pas tout. D'abord, il y a des choses qui sont impossibles. Il y a un romancier américain qui s'appelle Gore Vidal qui dit, voilà, vous voulez un exemple de choses impossibles? Supposez que ce soit Khrouchtchev qui ait été assassiné et pas Kennedy. Je suis absolument sûr que Onassis n'aurait pas épousé Madame Khrouchtchev. donc, vous voyez, comme on a quand même des certitudes. Alors, il y a la téléologie, et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est évidemment
tous ceux qui considèrent que sous l'apparence de la diversité des possibles, il existe des déterminismes. Des déterminismes qui peut-être peuvent nous échapper. Peut-être tout simplement, comme l'ont dit certains, une des explications pour lesquelles le hasard lui paraissait important, c'est que nous ne sommes pas capables d'analyser et de découvrir la somme des causalités qui sont au travail, parce que notre capacité de compréhension est insuffisante. C'est peut-être ça. Et alors, la substitution parfois à cette insuffisance supposée de l'interprétation des choses, il y a naturellement des déterminismes. Au premier rang, le déterminisme des religions monolithiques. Pardon. Vous voulez bien que je reprenne? C'est insupportable, monseigneur, vous me pardonnerez. Des religions monothéistes, qui portent et développent l'idée qu'un Dieu surplombe et en définitive organise le destin des... La mythologie grecque à cet égard était moins portée au déterminisme. Vous savez, elle laissait beaucoup de liberté d'action aux divinités qui étaient dans l'Olympe. Mais le déterminisme est évidemment de très grande et tout à fait naturel si l'on croit qu'il y a une divinité qui peut, malgré l'apparence, déterminer le destin des hommes. C'est par exemple ce qui irrigue l'histoire, la très très belle histoire universelle de Bossuet au XVIIe siècle. Il explique que tout s'éclaire quand on comprend qu'il y a une volonté de la divinité. En même temps, vous voyez un peu la contradiction, parce que le même Bossuet était le précepteur du dauphin, avec vocation à préparer le dauphin à prendre des décisions qui lui permettraient d'être un bon roi et non pas des mauvaises décisions. Je vais être un peu sommaire, je ne suis pas du tout théologien, mais vous voyez quand même qu'il y a une réflexion là possible. Puisqu'il était utile de former le dauphin à être un bon roi, ça veut dire qu'il était possible pour le dauphin d'être un mauvais roi, ce qui ramène de façon vertigineuse à la grande question de la compatibilité entre la toute-puissance de Dieu et la liberté des hommes. Mais je ne m'aventurerai pas davantage sur ce terrain, encore que vous voyez qu'il n'est pas tellement indifférent par rapport à notre propos d'aujourd'hui. Donc la question est finalement de savoir si ces déterminismes peuvent s'affirmer. Il y a des déterminismes aussi qui sont des déterminismes laïques, si je puis dire. Il y a des déterminismes, par exemple, d'un certain nombre de doctrines communistes du XIXe siècle qui affirmaient que, quoi que fissent les hommes, eh bien, il était évident que le capitalisme finirait par être renversé, que de marche en marche, on arriverait vers le nirvana d'un système communiste universel. On trouve cela chez beaucoup d'écrivains, et même souvent chez Engels, à la fin du XIXe siècle. Ce qui d'ailleurs, là encore, pose la question de la liberté des hommes. Certains des leaders, je pense en particulier à Kropotkin, qui sont dans des procès, viennent dire, quoi qu'on fasse, peu importe, on ne peut rien faire, vous les capitalistes, car il est inscrit dans l'histoire de l'humanité que triompheront les doctrines que nous portons. Alors c'est le triomphe, en même temps, ça veut dire que ça peut désarmer un peu l'énergie des individus qui se mettent au service de ces doctrines-là. Vous voyez qu'on s'engage dans des domaines qui sont un peu incertains, mais on trouve ça tout récemment. Rappelez-vous ces écrits de Fukuyama, ce professeur américain, qui expliquait qu'après la chute du mur, il y avait une chose certaine, il faut parler de la fin de l'histoire. C'était en réalité, à nos yeux, on le voit surtout aujourd'hui, une véritable faribole, mais enfin, il a vraiment eu beaucoup de succès en écrivant cela et en disant que c'était la fin de l'histoire et que quoi qu'il advint, finalement, après la chute du communisme, on allait progressivement arriver à la démocratie universelle, comme les pionniers américains se dirigeaient vers l'ouest, et il y a quelques-uns des wagons, des fourgons qui s'égaraient, mais au total, on atteignait finalement la liberté démocratique. Donc je ne crois pas que ce soit véritablement... Enfin, naturellement, il ne s'agit pas de repousser cette idée. C'est un des moyens de nier le hasard. À nos yeux d'interprètes débiles, enfin incapables de comprendre, échappe des forces qui nous dépassent. Et si on comprenait les causes, alors nous saurions qu'elles existent et que par conséquent le hasard peut être refoulé. Le hasard cesserait d'être ce que j'ai dit au début pour devenir simplement
la couverture de notre incapacité d'interpréter ces chants forts qui disait le moraliste de la fin du XVIIIe siècle, qui disait tout simplement, il se peut bien que le hasard soit l'autre nom de un sobriquet de la Providence. Et Anatole France prêtait à un de ses personnages ce mot, le hasard en définitive c'est Dieu. Le hasard c'est Dieu, on y revient. Et enfin, je ne multiplie pas les citations, mais une autre qui m'avait frappé, c'est Théophile Gautier, grand poète romantique que vous connaissez. Le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Alors, troisième façon, évidemment, qui est plus proche de nous autres, pauvres mortels, de dire qu'il ne faut pas abandonner au hasard une puissance qui dépasse la volonté et l'intelligence, c'est l'idée que la liberté individuelle se dissout dans le grand nombre, que les grands nombres aboutissent à cesser de donner de l'importance au hasard des comportements individuels. C'est la fable des abeilles et des fourmis. Les fourmis, quand on les regarde, apparaissent mues par chacune d'entre elles par un hasard difficile à comprendre, peut-être parce que nous ne comprenons pas, mais finalement, elles servent un dessein collectif. Et s'il n'y avait pas... C'est le grand écrivain belge Pirenne qui disait que le hasard fonctionnait comme une donnée majeure lorsqu'il s'agissait de faits individuels, mais qu'il y avait, je le cite, une partie de l'histoire qui pouvait se faire avec la statistique. Tandis que l'autre résistait et que là dominait le hasard. Il y a, disait-il, en histoire, les faits de masse inconscients qui relèvent du déterminisme et les faits individuels conscients qui, quand ils sont ceux des dirigeants, relèvent du hasard. Le hasard est partout dans l'individuel, absent des mouvements de masse. Et si on ne croyait pas qu'il y a une loi des grands nombres, alors on ne pourrait pas, par exemple, faire des sondages statistiques portent précisément sur le fait. Chaque individu sélectionné l'est évidemment par hasard, même si on essaye de le faire représentant d'une certaine catégorie de citoyens, reflète l'opinion d'un personnage qui est le peuple et qui en somme s'exprime de la sorte par l'intermédiaire de cette manière de parler, c'est-à-dire celle des statistiques. Et ça peut valoir aussi dans le cadre de l'économie, bien sûr des analyses économiques et des autres. Et du coup, on échappe à cette déclaration, par exemple, du mathématicien Borel, que j'évoquais indirectement tout à l'heure, quand il disait « La caractéristique des phénomènes que nous appelons fortuits ou dus au hasard, c'est de dépendre de causes trop complexes pour que nous puissions les connaître toutes et les étudier. » Et cela veut dire qu'il reste pour les acteurs que nous sommes, citoyens, ou les hommes d'État, ceux qui agissent dans la politique, mais aussi les citoyens, monsieur le ministre, qu'il existe encore, heureusement, dans la diversité des possibles, et par rapport au hasard, des possibilités d'être assez lucides pour prendre des décisions dont on peut penser qu'elles auront des conséquences majeures, et où en réalité sont préparées dans chacun d'entre nous, même si nous ne le croyons pas toujours, par des réalités profondes, de même qu'il y a des forces profondes qui appellent un refus du hasard, de même dans les individus mêmes, il existe des continuités qui ne s'expliquent pas uniquement par l'instant de ce qui survient. Je prends l'exemple du 18 juin, par exemple. Un jour, Maurice Schumann a demandé à De Gaulle, le 18 juin 40, comment c'est arrivé dans votre tête? Et il a dit, vous savez, quand on a une chance pareille, on ne la laisse pas passer. Bon, c'est une interprétation sous forme de boutade, bien. Mais en réalité, si on connaît un peu le général de Gaulle, son œuvre, ses écrits depuis qu'il avait 12 ans, on voit qu'il s'était préparé psychologiquement à avoir cette réaction-là, par ses lectures, qu'on connaît bien, par ses réflexions, par ses livres, par ses comportements. À 12 ans, il écrivait déjà une dissertation, une rédaction, il disait « Le général de Gaulle, en parlant de lui-même, il avait 12 ans, Charles de Gaulle, fait ceci, fait cela, il se bat. » Donc il s'était préparé à ça. Évidemment, il y a une rencontre à cet égard entre le pur hasard et on assurait que
premièrement, la défaite de la France survienne de cette façon-là, que le personnel politique s'abandonne pour des raisons multiples, que l'avion du général de Gaulle n'ait pas été abattu au-dessus du Pas-de-Calais quand il retournait à Londres pour faire son appel le 18 juin par un avion allemand. Tout ça est vrai. Mais on ne peut pas dire que la chose arrivait par hasard. Elle est arrivée aussi parce que, et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que ce n'est pas seulement une affaire statistique, mais c'est aussi, les forces profondes fonctionnent aussi à l'intérieur des individus parce qu'ils s'étaient préparés à cet événement et que l'événement a par conséquent abouti de la sorte. Je pense qu'on pourrait conclure, j'allais dire, que j'étais un peu macronien, comme je suis en Algérie, pays ami, que le président Macron est arrivé il y a peu de temps ici, je crois, impressionner la population de diverses façons. Je me place volontiers sous son auguste patronage, tout en lui faisant rejoindre Machiavel dans le petit livre que j'ai écrit cet été, en juillet et en août, et que vous avez bien voulu citer, monsieur l'ambassadeur. Je parle de Machiavel, bien sûr. C'est un livre consacré à une réflexion sur les relations entre Macron et l'histoire. L'idée qu'il se fait de l'histoire, l'utilisation qu'il peut faire de l'histoire au service de ses desseins, et la manière dont il compte que l'histoire soit enseignée aux Français, s'il peut peser sur cela, il le peut en partie, pour appuyer ce qu'il croit être de voir le meilleur avenir de la France. Eh bien, j'ai parlé forcément de Machiavel, puisque le jeune Emmanuel Macron, sous la direction du philosophe Balibar, qui depuis l'a quelque peu renié, mais cela serait un détail sur quoi j'aurais tort de m'appesantir, il a traité dans un mémoire de Machiavel. On commençait à chercher ce mémoire, je ne crois pas qu'on l'ait encore trouvé, je pense que ça doit être possible, je ne pense pas qu'il l'ait retiré. Et Machiavel est très important pour lui, entre autres références, il y en a beaucoup d'autres, Jeanne d'Arc et quelques-unes. Eh bien Machiavel disait, je suis un peu en même temps, vous allez voir, mais ça me convient assez bien, après, au moment de conclure cet exposé, je sais bien, disait Machiavel, que certains ont pensé et pensent encore que les affaires du monde sont de telle sorte gouvernées par Dieu et par la fortune que les hommes, avec toute leur sagesse, ne les peuvent redresser, n'y trouvent même aucun remède. C'est ce que vous auriez peut-être compris si je vous avais abandonné à mi-chemin de mon exposé. Mais Machiavel, en même temps, écrit « Cette opinion a repris crédit, celle qu'il pourrait estimer qu'il est vain de suer sans kéo à maîtriser les événements au lieu de se laisser gouverner par le sort. Cette opinion a repris crédit de notre temps à cause des grandes révolutions qu'on a vues et qu'on voit tous les jours et qui dépassent toute conjecture des hommes. Néanmoins, notre libre arbitre ne pouvant disparaître, j'estime qu'il peut être vrai que la fortune est maîtresse de la moitié de nos heures, mais également qu'elle nous laisse gouverner à peu près l'autre moitié. Vous ne vous étonnerez pas, j'imagine, que j'ai souhaité conclure ce propos, que je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté avec tant d'attention, conclure ce propos sur l'idée que le poids du hasard ne doit désespérer ni notre énergie, ni notre civisme, ni notre joie de vivre. Je vous remercie de votre attention.